Bonjour et bienvenue dans ce vlog spécial Festival America où je suis allée aujourd'hui à Vincennes. C'est tous les 2 ans et vraiment si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est génial. C'est un festival de qualité avec beaucoup d'auteurs américains, beaucoup de dédicaces, énormément de conférences. Il y en a tous les jours, je vous ai mis en fin de vidéo tout le tableau avec toutes les conférences pour les 4 jours, c'est gigantesque. Vraiment, n'hésitez pas à y aller, c'est un super festival. Et moi, je vous retrouve juste après cette vidéo pour débriefer et vous montrer mes achats. I knew that those stories that he was reciting came from books, and I wanted access to those books. I wanted to read as soon as I could. Oui, donc effectivement, mon père était professeur de littérature et c'était un poète. Et très tôt, il m'a récité des poèmes. Il me racontait aussi beaucoup d'histoires de mythologie et je savais que toutes ces histoires provenaient de livres. Et du coup, j'ai voulu avoir accès à ces histoires le plus vite possible et lire le plus vite possible. And like Emily, I feel that reading and writing have saved me also. When I was growing up in a very difficult household, with a dark undercurrent of domestic violence, it was only in reading that I could escape my own circumstances. And at some point, my mother gave me a diary. And once I had the diary, I could begin to compose myself, to write my own way into the world and out of the one that was so troubling. Et comme Émilie le disait tout à l'heure, moi aussi la lecture et l'écriture m'ont sauvée à de nombreuses reprises, notamment quand j'étais adolescente et que j'ai dû grandir dans une famille où la violence conjugale était présente. Les livres étaient vraiment le moyen pour moi de m'évader. Et quand ma mère m'a effectivement offert mon premier journal intime, ça m'a permis d'apprendre à m'écrire moi-même et à réécrire le monde. Leïla, vous êtes très précoce puisque vous avez écrit votre premier poème à l'âge de 5 ans. Est-ce que là aussi c'est votre père qui était dramaturge pour le plaisir, qui vous a conduit vers le chemin de la passion littéraire, de la passion de l'écriture? Actually, no, he's not. He didn't share any of his work with me. I still haven't read a complete work of his, and he didn't really talk much to me about his work until I was much older. But I like watched him get home from his day job, and you know it'd be midnight, and I would fall asleep to hear his keyboard clicking. And he pursued it no matter how it was going for him, if he got published or didn't. And I think that like raw love for literature and need to have a creative outlet definitely showed me that writing was not just like a task, but could be a joy. And then I think I taught myself a lot of it. I read a lot as a kid, and I kept journals from when I was 6. And then eventually I found novel writing and poetry when I was 14. En fait, non, ce n'est pas mon père qui m'a tout de suite donné cette envie quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite, il ne partageait pas vraiment son travail avec moi, il n'en parlait pas vraiment, jusqu'à ce que je grandisse et que je sois un peu plus âgée. Et là, oui, j'avais l'habitude de le voir rentrer du travail et s'installer à son clavier et à écrire. Je captais des conversations dans lesquelles il parlait du fait d'être publié ou pas, mais il y a eu toujours quand même cet amour pur de la littérature qui était présent chez nous. Et j'ai aussi compris grâce à lui que la littérature était un moyen d'exprimer ce qu'on est, que ce n'est pas simplement une tâche, pas seulement un travail, mais que cela apporte vraiment du bonheur. J'ai beaucoup lu quand j'étais petite. C'est vrai que j'ai écrit mes poèmes très jeune, et à 14 ans, j'ai reçu un prix j'étais lauréate d'un prix de poésie. Est-ce que tout comme Natacha et Émilie, c'est quelque chose qui vous sauve, l'écriture? C'est une forme d'échappatoire? Ou au contraire, c'est une façon de vous trouver, de trouver votre voix intérieure? Absolutely. I was alone a lot as a kid, and
it was often isolating and lonely. I was left on my own to go out and do whatever I wanted to do. And I think that writing gave me kind of a solace and a place where I could find belonging, and also I could like, create my own world and find myself in it, even if I didn't see it around me. Oui, je dois dire que quand j'étais petite, j'étais plutôt seule. Je me retrouvais souvent à faire des activités seule et l'écriture pour moi était un vrai refuge. Et c'est là que j'ai trouvé mon environnement et que j'ai pu créer mon propre monde, un monde que je ne voyais pas forcément autour de moi. Déjà, lors de créer son propre monde, vous, Amy, vous disiez que vous voulez refléter un monde dans lequel vous vivez, vous avez grandi. Pourquoi est-ce qu'à travers vos romans, vous avez envie de montrer ceux qui n'ont pas de visage, ceux qui n'ont habituellement pas de voix, ceux qui vivent en marge de nos sociétés et qui ont peut-être besoin de la fiction, de la voix romanesque pour un appel au changement, un appel au combat? Je dirais deux choses pour commencer. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a des hantises, et puis la matière première de l'écrivain, c'est le réel. L'écrivain travaille avec le réel, avec ce qui l'interpelle dans ce réel, et les écrivains, chacune, font des choix en fonction de la manière dont ils voient la vie et comment ils aimeraient que cette vie soit pour tout le monde, pour la communauté dans laquelle ils vivent. Donc moi je suis interpellée par cette vie des périphéries, les petites gens, et à travers les livres que j'ai écrits, qui ne sont jamais les mêmes, heureusement, il y a toujours ces gens qui arrivent, peut-être malgré moi, dont je parle, et je parle de ces vies marginalisées. Il y en a énormément en Haïti, et depuis plusieurs années, nous faisons face à un phénomène de gang dans les quartiers précaires. Et là, je suis à l'écoute de ce qui se passe comme un témoin de son temps. C'est ce qu'elle écrivait aussi, un témoin de son temps peut-être plus important que l'historien, dans la mesure où c'est un historien de l'intime qui va voir pourquoi les gens respirent de telle manière, pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils sont contents et ce à quoi ils aspirent. Donc, et c'est ainsi que moi j'écoute ces périphéries, ces gens qui vivent des situations compliquées, qui ont des malaises, et je les fais parler, je les mets en scène, je montre ce que j'entends. Parce que quand je parle de ces quartiers précaires, évidemment, c'est très difficile d'y aller sans y laisser sa peau. Mais heureusement, l'écrivain aussi, c'est quelqu'un qui travaille avec ses cinq sens et qui peut les intervertir. C'est-à-dire voir avec ses oreilles, voir avec ses mains. Donc c'est ce travail-là que je fais tous les jours avec la langue, évidemment, puisque la littérature est le plus haut niveau du langage. Donc voilà, je dis et je laisse dire à travers moi tout un ensemble de personnes, toute une communauté, et cette communauté-là, elle parle au monde, elle manifeste son existence, elle se manifeste beaucoup par la violence, mais écrire cette violence et aller chercher dans cette violence ce qui n'est pas de la violence, mais qui est en fait de l'humanité ou des revendications très justes et justifiées. C'est ce que, voilà, pour moi, c'est ça le véritable rôle de l'écrivain. Donc être ce témoin crédible de son temps et aussi faire découvrir cette poésie qui se trouve des fois là où on ne l'attend pas. Wondering what about the impact on this girl, but also what about the systemic implications of this, and the thousands of other girls and women whose stories never get made this visible. Oui, mon roman s'inspire en partie d'une histoire, d'un fait divers qui a eu lieu en 2016. Une jeune femme a été agressée sexuellement par plusieurs agents de police de la région d'Auckland.
Et à l'époque, la police a essayé de couvrir l'affaire, mais finalement, ça a fini par fuiter et l'affaire s'est retrouvée dans tous les médias. Et je suis née à Auckland, j'y ai grandi et je me souviens que tout le monde parlait de cette affaire à l'époque, donc elle a vraiment eu un grand retentissement. Ce qui m'a frappée, c'est que j'avais l'impression que ce qui intéressait les gens et la presse en général, c'était plus la relation entre la police et la population, la communauté, et ce qui se disait en ce sens que la confiance aurait été entamée et que cela remettait tout en cause, alors qu'en fait, peut-être qu'il n'y avait pas tant de confiance que ça au départ. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'était je me suis demandé quelles étaient les conséquences pour cette jeune femme, personne n'en parlait, et quelles étaient les conséquences pour ces milliers de femmes en fait, qui avaient subi des histoires semblables. Et ça, personne ne semblait vraiment s'en préoccuper. And like Emily was saying, I think it's so true that our job as novelists is similar to historians, and perhaps even goes a step further than that, in that we have to deeply understand not only the world and the history and the context in which it becomes real, but also characters that bring it alive for us, that force us to decrease the distance between ourselves and worlds that maybe we aren't a part of or don't know. And so I think it's incredibly important that fiction is representative of stories like this that, you know, are real and also are not on the sidelines in our own lives. And I think that it's important to remember that even though we're pushed to the margins in like a larger cultural narrative, we ourselves are living this reality. These are our people, this is, you know, our lives. And so when we step into a book's world, we see it as normal. This is our, you know, these are these people's lives. These are our lives. And I think it's really important that we don't kind of marginalize ourselves. Comme Émilie le disait, notre travail en tant que romancière, auteur est similaire à celui d'un historien. On est des témoins de ce qui se passe et même on va plus loin. On écrit dans un contexte historique, mais on fait vivre également des histoires grâce aux personnages, ce qui permet de réduire la distance entre nous et un monde dans lequel on ne vit pas forcément. Et le fait d'écrire et d'évoluer dans ce monde de littérature, de fiction, fait que nous sommes certes en marge, mais cela nous permet de vivre une réalité qui existe réellement, de faire vivre des personnes qui vivent ces vies et qui finalement sont aussi nos vies. Natacha, contrairement à Emily et à Leila, votre histoire plonge aussi au cœur du réel, mais au cœur de votre propre histoire, de votre vécu. Vous écrivez que pour survivre au trauma, il faut pouvoir le raconter sous forme d'histoire. Pourquoi ça vous a pris autant d'années de réaliser ce voyage douloureux, comme vous l'écrivez, mais nécessaire dans l'écriture? Well, it took me a long time to write Memorial Drive because I spent most of my adult life trying to forget the trauma and all those years before my mother's death. Not long after her death, a few weeks after, I tried to write my first poem to contend with it. And from then on, I began to write elegies, very slowly, putting them away in a drawer. But I was writing about that loss, but not the full story of the trauma. And it became necessary to do it, finally, after nearly 30 years, because I found that my mother was being erased. The more that my own career was being recognized in the United States, I would be written about by journalists. And when they wrote about me, they always mentioned my mother as a footnote or an afterthought, as a victim or just this murdered woman. And I felt
felt that if she were going to be written about, I was going to be the one to tell the story, and to tell her full story, and to place her in her proper position as the person who made me and made me write. Effectivement, il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire Memory Drive, principalement parce que j'ai passé la plupart du temps en tant qu'adulte à essayer d'oublier ce traumatisme et d'oublier les années qui ont précédé ce traumatisme également. Quelques semaines après la mort de ma mère, j'ai écrit mon premier poème à ce sujet et j'ai toujours écrit sur cette thématique, sur cette perte, mais je n'écrivais pas l'histoire dans son ensemble. Ce n'est que 30 ans plus tard que j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire cette histoire parce que j'avais l'impression qu'on était en train d'effacer ma mère. Plus ma carrière prenait de l'importance aux États-Unis, plus quand les journalistes en parlaient, ils mentionnaient ma mère mais comme une note de bas de page, juste pour le drame en lui-même, mais ils ne lui faisaient pas justice. Et je me suis dit que si je voulais qu'on raconte l'histoire de ma mère dans son ensemble, c'était à moi de le faire, pour pouvoir le faire correctement et pour pouvoir expliquer que c'était elle qui m'avait faite, moi en tant que femme, en tant qu'écrivain. En quoi est-ce que ce roman-là nous montre le revers de l'Amérique, un autre miroir de ce pays? Yeah, I mean, I wrote this book partially because there are so few depictions of Oakland in literature that feel actually representative of the place I call home, and they often felt limited to a very different perspective on the city. And so I wanted to show Oakland in its nuance, that we can love a place and also feel harmed by it, and that this character Kiara, she finds, like, she really does find home and nurturing on these streets, and at the same time, like, the kind of systemic disenfranchisement of Black people, especially in cities in America, makes it difficult for her to actually survive even in her own home. And like Emily and Natasha were saying, I think it often takes us time to really make sense of our own lives. And I was 17 when I wrote this book, and I knew that I did not have that time. And so I kind of tried to write this book from the present of Kiara's life. What does it look like when you're a teenager and you don't know what you don't know? Should I get J'ai écrit parce que j'écris en me basant sur ma ville natale, Oakland. Oakland, on en parlait très très peu dans la littérature, et personne ne parlait vraiment de cet endroit que j'appelle, qui est chez moi en réalité. Et souvent, Oakland, on en parlait d'un autre point de vue, d'une autre perspective. Et j'avais envie de montrer ma ville autrement, de montrer toutes ces nuances, de montrer comment on peut aimer sa ville et comment elle peut également nous faire du mal. Chiara, qui est la protagoniste, se sent chez elle, dans ces rues qu'elle chérit d'un certain côté, mais d'un autre côté, elle est heurtée de plein fouet par l'absence de respect envers les Noirs américains et la façon aussi dont ils sont traités, qui fait que très souvent c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'entre eux de survivre, et elle en particulier dans le livre. J'ai pas terminé, la deuxième page. Si j'arrive à la tourner, oui. Comme Émilie et Natacha, ça prend du temps avant de comprendre ce qui est important dans nos vies. Et quand j'ai commencé à écrire ce roman, Arpenter la nuit, j'avais 17 ans, mais moi je savais que je n'avais pas le temps. Et je voulais écrire du point de vue d'une adolescente, d'une personne qui avait l'âge de la protagoniste, l'âge de Chiara. Yeah, so it was important to me to depict the particular experience of Black girlhood at the moment that I was living it. And I think often, especially when we talk about teenagers in literature, we often kind of minimize their experiences and decomplicate them. And it was important that Chiara be able to have a very complex world, that we see that even her head is like
she's full of vibrance and nuance and complexity, even if she, you know, isn't allowed in her life to be able to communicate all of that. And I think especially as 3 Black women sitting on this stage, like, it is really important to tell Black stories and give like the eye and the visibility to Black women where we're often left kind of grouped in the Black experience without our like both specific experience being catered to. And I kind of wanted to look at that within, you know, police violence and what does it look like for Black women to be targeted within that. J'avais envie de raconter des expériences tirées de la vie, de ce que vivaient les jeunes femmes noires. Au moment où moi, je vivais également en tant que jeune femme noire aux États-Unis. Très souvent dans la littérature, les adolescents, les jeunes sont simplifiés, on minimise leur importance. Et Kiara, la protagoniste, vit un monde intérieur qui est complexe. Beaucoup de choses se passent dans sa tête, c'est un monde plein de vibrations, plein de nuances, et même si elle n'arrive pas à communiquer tout ce qui se passe en elle, elle vit énormément d'émotions, énormément de choses. J'avais envie, et c'est important dans la littérature, et comme les 3 autrices ici présentes, de montrer ce que vivent les femmes noires. Il faut leur donner davantage de visibilité, car en général, la société a tendance à nous regrouper dans ce qu'on pourrait appeler une expérience noire ou quelque chose de ce genre, sans s'intéresser vraiment aux spécificités de ce chacun vit. Et là, j'ai pris le point de vue, je suis partie de ce fait divers, et à travers ce fait divers, j'ai voulu évoquer la violence commise par les forces de police dans ce contexte-là, vis-à-vis des jeunes femmes noires qui en sont la cible. Les pauvres ou les femmes, pourquoi est-ce que les femmes noires sont plus souvent, et les jeunes filles aussi dont vous parlez, victimes de la précarité et de la violence? Why? I mean, I think we have to go back real far if we're really going to examine why. But there's a historical notion that women are laborers in the home, right? And so I think that we often forget that doesn't just mean childcare or taking care of the home itself physically, but it means the emotional labor of taking care of the men around you without ever being asked to. It is assumed that women are going to care and are going to continue to take over when men want to go and do something for themselves, that men get to dream in ways that we don't. And so I think that I wanted with Kiara and her world to examine the relationship between her and her older brother, Marcus, because they've been raised in the same household with the same history of trauma and family background, and yet the ways that they are able to navigate the world are very different, because Kiara has been socialized to think about everyone around her first, and Marcus believes that in order for him to survive, he needs to think about himself first. And I think that that's something that we often see in relationships between men and women. Should I pause there? Pourquoi? C'est une question difficile, et je pense que pour y répondre, il faut vraiment retourner très très loin en arrière. Il y a cette notion qui est répandue selon laquelle la femme travaille au foyer. Certes, on pense toujours qu'elle est là pour s'occuper des enfants, elle doit tenir son foyer, mais cela ne se limite pas à ça. Il y a tout le travail émotionnel qu'elle fournit, toute sa présence et l'aide émotionnelle qu'elle peut apporter aux hommes du foyer également. Et souvent, tout le monde part du principe que c'est normal et que c'est son travail.
et que c'est donc quelque chose de naturel. Et très souvent, les femmes, lorsque les hommes font défaut ou vont poursuivre leurs rêves, que les femmes n'ont pas, enfin, que les femmes ont, mais pour lesquelles elles ne s'autorisent pas vraiment de partir, ce sont les femmes qui restent et qui tiennent le foyer. Chiara, la protagoniste, parle de la relation entre elle et son frère, et ils ont grandi, ils ont été élevés dans le même foyer, par les mêmes parents, mais ils ont une façon très différente d'appréhender le monde. Et Chiara a appris à penser à tout le monde, à s'occuper des personnes qui l'entourent, alors que son frère, lui, pense à lui pour survivre. Il veut réaliser ses rêves, et ceci est très révélateur et cela dit beaucoup de choses sur les relations entre les hommes et les femmes. And specifically when we're talking about Black women and the history of misogyny within the Black community, so much of it is based in the roles placed on us during enslavement, where Black women were bred essentially to have children and then placed into various types of work, all of which ended up compensating for a lot of the times what would happen where Black men would feel insecure by their inability, their lack of choice around who they would get to be with, and the type of forced breeding that the enslavers would force the women to do, and that created like this strange insecurity and the need to overcompensate and learn from the type of misogyny that the enslavers inflicted. And so, now we see this often in the ways that sometimes Black men overcompensate for their feeling of insecurity by inflicting pain and trauma on Black women, or expecting us to do work for them, and to see them and care for them, and make them feel better. And I think it's very complicated because there's two very connected and yet disparate experiences of racism in America, and I think that we can understand both, but it doesn't mean that we always look to both as equal things that are necessary for us to change. And so I think especially like when we have these conversations about violence, it's also necessary that we look in our own communities in the way that white supremacy has even forced us to be violent with each other. Yes. Très souvent, les femmes noires on leur demande énormément, et dans l'histoire, on peut revenir à l'esclavage où leur rôle était confiné à faire des enfants, à s'en occuper, et les hommes, eux, souvent se retournaient contre elles également parce qu'ils n'avaient pas de choix dans ce qu'ils pouvaient faire, et donc il y a comme une surcompensation également de la part des hommes qui s'inscrit dans ce cadre-là. Ils infligent aux femmes beaucoup de douleurs, de traumatismes, et ils s'attendent à ce que ces femmes travaillent pour eux, leur rendent des services. Et ces deux éléments-là sont connectés, et très souvent on n'en tient pas compte aux États-Unis, et il faut vraiment les comprendre. Très souvent, la violence s'invite dans notre propre communauté, et souvent c'est aussi une conséquence de cette suprématie blanche qui a elle-même apporté énormément de violence qui ensuite est répercutée sur les femmes. 2 years. My mother was not dependent on him. She was a professional woman with graduate degrees. She had connections, both personal and professional. If a woman like that can't get free, how do we tell poor women who are dependent on their abusers, women who are sheltering in place with an abuser, how can we tell them that they can get free and survive?
Last stereotype, and I'm going to stop. I have to mention this one. People often say, why don't they just leave? The chances of dying go up when you leave, not when you stay. It's much harder to leave than to stay. And when we have people who don't understand that, we have a society that is not very accommodating, friendly, welcoming to women who are trying to get free. Qu'est-ce que ça dit sur nos sociétés? Je pense que ça veut dire qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, qu'on n'a toujours pas résolu ces grands problèmes qui ont pour racine la suprématie blanche et le patriarcat. On doit toujours faire face aux mêmes problèmes et je pense que ce ne sont pas des moindres. Et je pense que vraiment il faut qu'on s'y attaque chacun tous les jours. Et notamment en essayant de détruire les stéréotypes que l'on a par rapport aux victimes de violences conjugales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la réalité de cette situation. J'ai déjà entendu des gens dire que si une femme subissait des violences conjugales, en gros, elle s'était mise dans cette situation, c'était à elle de se débrouiller, ou j'ai aussi entendu dire que c'était sans doute parce que c'était un problème personnel, c'était de sa faute. Mon propre père m'a dit que ta mère détestait la violence, comment elle a fait pour épouser quelqu'un de violent. Clairement, il ne lui a pas cassé la figure au premier encart. Il y a un moment, ça se fait très progressivement. Et quand ça arrive, en général, la relation est déjà bien installée. Peut-être que la femme en question dépend de son mari pour avoir un toit au-dessus de sa tête, pour s'occuper des enfants. Je vous laisse imaginer le nombre de femmes qui se sont retrouvées coincées avec la personne qui les bat pendant la pandémie. Ma mère, elle, s'est battue, elle a réussi à divorcer. Malgré ça, il continuait de la suivre tout le temps. Il l'a quand même assassinée 2 ans après le divorce. Donc imaginez bien que si une femme qui avait une vie professionnelle, des diplômes, qui n'était pas isolée ni d'un point de vue personnel ni professionnel, si elle n'a pas su se libérer, qu'est-ce qu'on peut aller raconter aux femmes qui sont pauvres, qui dépendent de leur mari, qui ont besoin d'eux financièrement? Comment on peut leur dire qu'elles peuvent survivre à ça? Le dernier stéréotype que je voudrais aborder, c'est bien souvent on dit de ces femmes, mais pourquoi elle ne s'en va pas, tout simplement? Eh bien, tout simplement parce que le risque de mourir augmente quand on quitte son mari qui vous bat plutôt que quand on reste. Et du coup, partir, ça demande vraiment beaucoup de courage, c'est très difficile. Et tant que les gens ne comprendront pas ça, on ne pourra pas créer une société qui sera accueillante pour ces femmes qui essayent de s'enfuir mais qui prennent tellement de risques en partant.
Virginie occidentale est inscrit une devise très éloquente, Wild and Wonderful. Sauvage et merveilleux. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez, vous, l'état de Virginie occidentale? En tout cas, ça n'est pas vraiment ce qui ressort de ce que vous écrivez. First off, can you hear me okay? Okay, good. First off, I just want to say how happy I am to be here and how much I appreciate the attention and care that French readers have given my work. It's really one of the delights of my life so far. You know, the funny thing about the license plate, it says wild and wonderful, or mountaineers are always free. Mountaineers are always what? Free. Free, yeah. But a few years ago, our governor, Joe Manchin, who is now a very powerful senator in the United States, Senator Manchin, wanted to change the license plate to say open for business. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis ravie d'être ici et je remercie les lecteurs français qui prêtent une attention très gratifiante à mes livres. Et donc pour revenir aux plaques d'immatriculation, effectivement, il y en a qui disent Wild and Wonderful, il y en a d'autres qui disent Mountaineers are always free, donc les montagnards sont toujours libres. Et puis plus récemment, il y a le sénateur Joe Manchin, qui est devenu assez célèbre récemment, qui voulait changer la plaque pour que cela dise Open for Business, donc ouvert aux affaires. So for me, yes, the place is wild and wonderful. It's a dreamland. It's a rich land. I never really left the country or left Appalachia. I still live in the mountains. My family has been there for nearly 300 years. We still have land there. My family has always fished and hunted and foraged and gathered mushrooms and gardened, and we've lived in very close relationship to that landscape. The difficulty of living there is that it's extremely poor because of coal mining and extractive industry, and right now where my family lives is the epicenter of fracking, right? And so incredible amounts of wealth have been extracted from that place, but it's perhaps the poorest state in America. The question is why, right? What's interesting to me is that there are many cultural stereotypes perpetuated about the people who live there, my people, about being backward and savage. But I start to ask, why is that? Well, I notice that people who perpetuate that tend to be from the wealthy cultural centers in America, Manhattan, Hollywood, the same people who've made the money. And that's an interesting question. Alors effectivement, pour moi, c'est vraiment un pays wild and wonderful, sauvage et magnifique. C'est un pays de rêve, c'est un pays extrêmement riche et quelque part, je ne suis jamais partie. Je vis toujours dans les montagnes, ma famille habite la région depuis presque 300 ans. Nous sommes des peuples de la terre, nous avons toujours pêché, cueilli des champignons, nous avons toujours jardinné, nous sommes très proches de la terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette région est une région extrêmement pauvre. C'est une ancienne région minière et maintenant c'est ouvert au fracking, donc au gaz de schiste. Donc cela rapporte énormément d'argent et pourtant cette région est extrêmement pauvre. Et moi j'aimerais savoir pourquoi. Il y a également énormément de stéréotypes véhiculés sur la région disant que les populations sont aérées, ce sont des sauvages. Et là aussi pourquoi. Et puis je me rends compte que la plupart des gens qui véhiculent ces stéréotypes viennent des centres riches, donc qui ont profité des richesses de la région, par exemple, qui des vivants de Manhattan et d'Hollywood. Ça vous parle, ça, je pense, Gabriel Fictoshiba, ce que dit Mathieu, ça pourrait presque s'appliquer à l'endroit où vous vivez? Oui, parce que chez nous, sur les plaques d'immatriculation, il est écrit « Je me souviens ». Puis, je trouve qu'on a la mémoire très courte au Québec parce que, dans mon cas, dans le Kamouraska, il y a des coupes à blanc qui se font à tous les 30 ans.
Puis à chaque fois, on est choqué, mais pourtant, on recommence le même cycle dès que les arbres ont atteint, comme on dit, une fourchette payante, donc un diamètre suffisant pour faire des 2x4, pour faire du bois de construction, parfois pour faire des granules pour chauffer les maisons. Moi, j'ai décidé d'aller planter des arbres puis d'aller voir ce qui se passait dans ces étendues-là qui ont vraiment des aires lunaires. On arrive là-bas puis il n'y a plus rien, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes. La terre tremble au vent, c'est d'une tristesse infinie, mais j'avais besoin de voir pour m'inspirer. Alors moi, je me souviens des coupes à blanc, ça m'a marqué à vie, puis j'en parle dans mes romans, puis c'est vraiment fabuleux d'être ici pour vous retrouver, puis aussi en tant que Québécoise, c'est quelque chose d'être accueillie de la sorte en France, avec autant de chaleur et de respect pour notre langue. On a tellement eu honte pendant longtemps de la parler comme on la parle, et merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Ça nous nourrit quotidiennement. Alors, Wild and Wonderful, c'est peut-être aussi les premières impressions que vous avez ressenties, Adam, en entreprenant cette aventure un peu déraisonnable quand même, qui consiste à descendre une rivière tumultueuse, dangereuse dans ses circonvolutions, mais je crois que l'objectif que vous poursuiviez, de faire parler ceux qui n'ont pas de voix humaine pour le faire parler une espèce animale qui est menacée d'extinction, ça c'est sauvage et merveilleux. Well, in Alaska, on the number plates, it says "The Last Frontier." That's, and I suppose in some ways that was the idea that I wanted to challenge when I went there. I had this idea of Alaska that I'd grown up with from reading the Jack London novels and reading Farley Moat and watching the David Attenborough documentaries and all these things, that this was this kind of pristine, Eden, untouched landscape. And although the first time I went to Alaska as an environmental journalist to cover stories of climate change in oil, I really went there with this kind of idea of a search for the wild and the wonderful. And quite rapidly I came to see that this notion of a wilderness was a construct, and a very romantic construct. By no means was it a wilderness to the people that had lived there and the people that had lived there for millennia, and in no means was it an untouched place either. What took me there was to document the decline of the salmon, in particular the king salmon. There's 5 species of Pacific salmon, but in particular the king, whose numbers had collapsed dramatically in the last 10 years. They'd gone from down to about 10% of what they had been at the beginning of the millennium. Alors, en Alaska, sur les plaques d'immatriculation, ça lit la dernière frontière, the last frontier. Et je suppose que c'est cette idée-là que je voulais remettre en cause lorsque j'étais en Alaska. Et c'est vraiment l'idée que j'avais. J'avais regardé les documentaires David Attenborough, j'avais lu les livres de Jack London, et j'avais cette idée d'une terre vierge, parfaite. Et la première fois que j'y suis allée, c'était en tant que journaliste, et j'écrivais des articles sur le changement climatique, les activités extractives et le pétrole, etc. Et j'avais vraiment cette idée, j'étais vraiment en quête d'une terre vierge, du wild and wonderful, j'étais en quête de tout ce qui était sauvage et magnifique. Et très rapidement, je me suis rendu compte du fait que ce n'était pas du tout comme ça pour les gens qui y vivaient. Ce n'était pas une terre parfaite et vierge pour les gens qui vivaient là-bas depuis des millénaires. Et j'y suis allée pour documenter le déclin de la population de saumon royal. Il y a 5 espèces de saumon, et j'y suis allée pour étudier le saumon royal en particulier. Et en effet, les chiffres sont très parlants. La population de ce saumon a baissé de manière assez dramatique au cours des 10 dernières années. La population ne représente que 10% de ce qu'elle représentait au début du millénaire.
Le vivant, c'est l'ensemble de ce qui vit, végétal, animal, microscopique. Donc nous en faisons partie. Alors, dans des territoires qui sont des territoires que nous qualifions de sauvages, vus de l'extérieur, on imagine que les vies autochtones sont parfaitement harmonieuses avec le territoire où elles ont toujours vécu. Donc ça, c'est une chose qui paraît presque entendue. En revanche, qu'en est-il de ceux qui ont colonisé cette terre? De quelle façon ils peuvent se sentir appartenir pleinement à un territoire où ils sont nés, mais où ils sont les héritiers de colons qui sont arrivés avant eux? Comment on appartient à cette terre lorsque nous n'en sommes pas, je dirais presque le produit au même titre que les forêts? C'est, me semble-t-il, une question qui est très présente chez vous, Mathieu. Yes, good question. Difficult question. So I want to answer carefully in that way. I have to say, I think we're getting beyond this, but I did long feel some skepticism toward what perhaps an earlier environmental movement in America thought, where ideal nature was a mountain devoid of human life, right? Where only the animals were living peacefully, and where a human being was an alien, an interrupter, and didn't belong there. I can't say I feel I can agree with that. I do feel like we are part of this landscape. Oui, c'est une excellente question, mais également une question difficile. Alors, je vais essayer de donner une réponse intéressante. Alors, pendant longtemps, j'étais assez sceptique par rapport au mouvement des environnementalistes qui voyaient la nature comme un endroit idéal. Pour eux, c'était des montagnes avec uniquement les animaux et aucun homme. Que l'homme était un être à part, qu'il n'y avait pas sa place. Et avec ça, je ne suis pas d'accord. I do think there is a certain romanticized notion of how human beings acted pre-contact in the United States. I find that plenty of evidence has been found that, say, in the Smoky Mountains, that even Native Americans had controlled burns, like those bulbs on top of the mountains, clear pastures. There's plenty of evidence that even then people were manipulating the landscape for certain reasons. They were making places where more wild animals would graze, that would gather for hunting. If you go to the American West in Montana, you can see the buffalo jumps, which were cliffs where people drove thousands and thousands of buffalo off the cliff, and they could eat many of them, but some were left there too. So I think we can romanticize this idea of human beings living in nature and having no effect on the natural world. Because we are a creature in the natural world, I'm not sure that that's possible. We're another being that affects the world. In terms of being heir to the colonizer, well, of course, you know, my family, we were here, we ended up in America because of religious wars, probably Huguenot, I guess you'd say, French Huguenot. That's why we ended up there. We were colonizers and had conflict with Native Americans, for sure. I feel like some of those questions may be better asked to those on the other side of that. You know, it's a difficult question. I think many people are discussing that at this conference. Can a colonizer ever be totally at home in a new landscape? It depends on your point of view. I mean, after all, we are all one human species. But it is complicated by these difficult questions of history. I'm not sure what my answer would be. I'd have to think about it a lot more beyond the scope of this panel, I think, to be honest. J'aimerais enchaîner sur un... Ah, pardon. Moi, je suis traductrice, donc j'avais tout...
Alors je pense qu'il y a souvent une vision un peu romancée de comment était l'homme avant le contact, avant les premiers contacts avec les Occidentaux. Mais nous savons maintenant que lorsqu'il n'y avait que les autochtones aux États-Unis, même eux, ils pratiquaient du brûlis, ils manipulaient la nature, ils avaient des falaises où ils poussaient des bisons à tomber de la falaise et ça tuait des milliers, et certains étaient laissés sur place pour pourrir. Donc ils ne correspondent pas forcément à l'image qu'on a d'eux. Mais je ne pense pas qu'il soit possible en fait de vivre dans la nature sans avoir un impact, parce que nous sommes des créatures dans la nature, et donc forcément nous avons un impact. En ce qui concerne un héritage de colons, oui, effectivement, je viens d'une famille de colons. Nous sommes venus aux États-Unis pour des raisons religieuses, nous étions des Huguenots, et donc il y a eu des conflits avec les Indiens. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'il vaut mieux demander à ceux qui étaient de l'autre côté. Et est-ce qu'un colon peut vraiment se sentir chez lui dans un nouveau pays? Je crois que là aussi, ça dépend du point de vue. Mais en fin de compte, l'humain, il y a une seule espèce humaine. C'est l'histoire qui fait qu'il y a des difficultés entre nous. Mais pour bien répondre à la question, il me faudrait beaucoup plus réfléchir et bien au-delà du temps que nous avons ici. C'est déjà très très bien. Gabrielle, je vous laisse poursuivre. Oui. Donc, je voulais enchaîner sur peut-être quelque chose de plus personnel pour ma part. Moi, la notion de territoire a toujours été très paradoxale dans mon esprit parce que je descends, entre guillemets, du côté de mon père, des réfugiés tchèques et allemands de la Deuxième Guerre mondiale qui sont venus au Canada, qui ont changé leur nom pour échapper en quelque sorte au racisme. Et du côté de ma mère, on est dans les ingénieurs miniers de l'amiante. Alors, en fait, ma famille a déménagé de mine en mine au Québec, à Asbestos, entre autres, qui ont étrangement changé de nom récemment, qui s'appelle Val des Sources. Je trouve ça très, très laid, très, très faux. Mais, et aujourd'hui, j'ai 34 ans et mon rêve d'enfance, c'était d'être amie avec des Premières Nations et j'en avais jamais rencontré. Et c'est depuis les 3 jours ici que je suis au Festival America, j'ai eu vraiment l'occasion de croiser des gens des Lakota, des Sioux, des Blackfeet. Et je suis extrêmement émue parce que je me rends compte qu'il faut parfois être loin de chez soi pour trouver les réponses. Il faut un recul. Puis c'est un peu comme quand je suis partie vivre dans la forêt. J'ai quitté Montréal à 23 ans. Je suis partie vivre 3 ans dans une cabane, sans eau, sans électricité, sur un coup de tête. Ça avait l'air vraiment comme de la folie. Mais j'ai trouvé l'écriture. Et maintenant, grâce à l'écriture, je suis avec vous. Et grâce à l'écriture, j'ai rencontré plein de Premières Nations. Je me suis fait des amis. Puis je suis très émue. Merci beaucoup. Il faut parfois se sentir loin de chez soi pour trouver un sens à sa vie, pour se sentir exister. Est-ce que ça a été un peu le détonateur, l'idée première de ce voyage d'exploration sur la rivière? Again, I think that question of romanticism, of needing to feel far from myself, was probably what drove that desire of going to Alaska in the first place. I had this sense of, I was living in London, and at the time I was doing a lot of work in kind of environmental activism, and I wanted to try and get a better understanding of some of these environmental questions. And so I think that journey kind of really helped me create that space to reflect on these things. But one of the things that I found most interesting was then coming back to the UK and starting to see that we had absolutely equivalent stories in the UK that had never
occurred to me before. You know, in speaking about salmon, we basically, you know, our wild salmon is essentially extinct in Scotland now, and I've been working on some pieces recently about the last wild salmon fishermen that are left in Scotland, you know, that really kind of 100 years down the line from what's happening. Découvert l'Amérique, territoire qui était peuplé depuis plus de 10 000 ans par des centaines de millions d'habitants, de l'extrême nord à l'extrême sud, des civilisations florissantes, des organisations sociales tout à fait accomplies, des mondes qui vivaient pour certains dans une forme de complémentarité totale avec leur milieu naturel, qui avaient une relation avec l'environnement tout à fait consciente, des mondes qui étaient exploités mais dans un équilibre qu'on pourrait qualifier d'assez idéal. Et donc Christophe Colomb arrive, et donc on en a fait une sorte de célébration internationale comme la découverte majeure qui a, et c'est vrai, renversé un peu l'histoire de l'humanité. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce sont les motivations de Christophe Colomb lorsqu'il accomplit son voyage. Est-ce que c'est un voyage d'exploration? On peut en douter. Est-ce que c'est la volonté d'ouvrir le monde à d'autres perspectives? Vous nous le direz. Mais c'est surtout peut-être l'appât du gain. Et d'ailleurs, le premier retour qu'il va effectuer, il va l'effectuer avec une cargaison d'esclaves qui seront tous des esclaves amérindiens. Cette histoire, on ne la connaît pas très bien. Elle est un peu dans l'ombre de la grande histoire, de l'effroyable histoire de la traite africaine vers les Amériques, qui dure pendant 200 ans, la traite atlantique, qui va venir faire exploser en fait une économie transatlantique. Comment expliquez-vous que l'on fait quelque chose qui devrait plutôt être un moment de méditation et qu'on ne connaisse pas les motivations de ceux qui étaient les premiers voyageurs vers les Amériques? Thank you for the question. So Columbus is normally known as this great visionary mariner, although now questioned, and as you know, many statues have come down in the United States and around the world. What is less known is that Columbus came from a family of merchants in Italy, and that meant that he made his living by buying and selling goods, primarily textiles, around the Mediterranean. And so when he conceived his idea, bold idea of navigating east to reach the west, he obviously had some commercial activities in mind. Before 1492, he actually had been to what is now the coast of Ghana in the 1480s. And he had visited what at the time was known as São Jorge da Mina. Do you want to stop to translate? Okay. São Jorge da Mina, which later became the infamous El Mina, which was one of the main slaving ports in that region. So that means that even before Columbus went to the Americas, he actually was able to see how the Portuguese were already establishing a colonial outpost in Africa and were profiting by trading gold, but also by trading humans.
South Georgia Damina was not what it would be later. I mean, there were much fewer slaves at the time, but nonetheless, the model was very clear to Columbus. So that's why a few years later, when he proposed this colonization enterprise to the Catholic monarchs of Spain, he was very clear that he wanted to profit from all economic opportunities, including the traffic of human beings. Let me just add one last thing, and then I'll stop, which is Columbus, of course, arrived in the Caribbean islands, and he didn't find what he was looking for, which was, he had the Orient in mind. He didn't find silk, or he didn't find ceramics, Chinese ceramics, etc. But he did find heavily populated islands. And so clearly, as the expedition's cost mounted, he sent letters back to the Spanish kings saying that, you know, we could pay for the mounting costs by sending as many of these Indians as you want, and they are highly intelligent, and they are ideal as slaves. So we have those letters, and this is the part that is often lost in this great narrative of discovery, and that is worth pointing out. Merci pour cette question. Christophe Colomb est effectivement souvent vu comme un grand marin visionnaire. Quand il est arrivé, effectivement sur la côte américaine, on a considéré qu'il découvrait l'Amérique. Il venait d'une famille de marchands en Italie et il gagnait sa vie en commerçant différents biens, en particulier des textiles. Et au moment où il avait eu l'idée, osé d'aller à l'est, d'aller vers l'est pour atteindre l'ouest, il avait bien toutes ses activités commerciales à l'esprit. Il avait déjà été jusqu'à la côte du Ghana dans les années 1480. Il avait déjà atteint South Georgia Damina, qui serait ensuite tristement connu comme port d'Amina. Et il avait donc déjà vu ce que pouvait donner un port bien mis en place pour le commerce non seulement d'or, mais d'êtres humains. Et quelques années plus tard, quand il a approché les souverains catholiques de l'Espagne, il a exprimé très clairement toutes les opportunités économiques que pouvait représenter l'expédition qu'il avait en tête. Quand il est arrivé aux Caraïbes, Christophe Colomb n'a pas trouvé ce qu'il avait en tête à l'origine. Il n'a pas trouvé les céramiques, il n'a pas trouvé les soieries qu'il pensait trouver aux Indes. Mais à la place, il a trouvé des îles très peuplées. Et au moment où les coûts financiers des expéditions ont commencé à devenir importants, il a envoyé des lettres aux souverains espagnols en expliquant bien que vendre des Indiens pourrait compenser ces coûts. En expliquant également que c'était une bonne opportunité parce que c'était des gens très intelligents et utiles. Donc nous avons ces lettres, ces archives qui sont souvent effectivement laissées dans l'ombre dans l'histoire de cette époque. Je vous retrouve samedi soir pour débriefer un petit peu les achats donc, de cette journée Festival America, très très dense, plein de conférences, plein de dédicaces. J'aurais tellement voulu y aller 4 jours, mais c'était pas possible. C'était juste une journée aujourd'hui, donc j'en ai bien profité. J'ai vu donc 3 conférences sur les 4 que je voulais voir parce que j'ai dû partir un petit peu plus tôt. Je vous ai mis donc un maximum d'informations à chaque fois, le bouquin ou les bouquins, le nom des auteurs. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu.
j'ai récupéré, parce que j'ai eu la chance d'avoir une accréditation presse, j'ai pu récupérer le page des libraires que je garde à chaque fois précieusement, que j'avais eu aussi au Quai du Polar, et qui regorge de plein de bouquins, de plein de chroniques de libraires sur plein de bouquins. Là, c'est de la rentrée littéraire, du Festival américain. Il y a aussi bande dessinée et jeunesse, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un très très bon magazine de grande qualité qui est édité dans plusieurs librairies. Il y a la liste à la fin de toutes les librairies où vous pouvez retrouver le magazine Page. Voilà, quand même pas mal de librairies. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Page des libraires en fait, qui est très bien fait aussi. Alors, niveau achat, j'ai commencé ma journée en achetant ça, le 1, parce que j'ai lu, enfin j'ai été abonnée, vous savez, au 1, le 1 Libdo, et là mon abonnement s'est arrêté, mais je veux continuer à les soutenir, donc dès que je vois un stand, dès que je vois quelque chose, j'achète des trucs. Donc là c'est sur l'Amérique, va-t-elle se déchirer, et il y a un autre magazine dedans, sur les raisins de la colère de Steinbeck. Voilà, donc c'est un peu des points de vue différents, avec des auteurs différents, et il y a la nouvelle, la loterie de Shirley Jackson, que j'ai dans un bouquin, en fait, un recueil de nouvelles de Shirley Jackson. Et on a donc plusieurs articles écrits par plusieurs écrivains américains sur l'Amérique et la société américaine d'aujourd'hui et comment ça se passe un petit peu. Voilà, le 1. Ensuite, je suis allée sur le stand Point et édition de l'Olivier parce que il y avait Armistine Maupin en dédicace et j'ai pu avoir une petite dédicace, je suis trop contente. J'en ai même eu 2 parce que j'ai acheté sa biographie un peu plus, son livre un peu plus biographique qui s'appelle Mon autre famille. Je voulais l'acheter d'abord chez l'Olivier et en fait j'ai vu qu'il était sorti en poche, donc je me suis dit on va le prendre en poche. Je l'ai fait aussi dédicacer, donc j'ai 2 Armistine Maupin dédicacés. Franchement, moi qui pensais pas avoir une seule dédicace, j'en ai eu 2, donc c'est génial. Et puis après, je me suis baladée à travers les rayons et je suis tombée sur ça. C'est le recueil de la quasi-totalité des œuvres de Sylvia Plath. Voilà, ça s'appelle Le jour où Monsieur Prescott est mort. Donc ce recueil réunit la quasi-totalité de l'œuvre de novelliste de Sylvia Plath. Alors novelliste, hein, donc elle a écrit beaucoup de poèmes aussi, mais des nouvelles également. Donc là c'est tout le recueil de nouvelles. Au cœur de l'Amérique crispée des années 50, l'auteur exprime sa révolte, sa détresse, ses élans poétiques dans une langue qui révèle une tension insoutenable ainsi que des affres d'une féminité douloureuse. Vous connaissez mon amour pour Sylvia Plath depuis que j'ai lu Pourquoi pas la vie. Je veux lire aussi Euphorie, je veux en connaître encore plus sur cette autrice-là, qui est morte à 30 ans, je crois même pas. Elle est née en 32, elle est morte en 63, ouais, donc elle avait 30 ans. C'est un petit livre qui fait 325 pages avec pas mal de nouvelles dessus et c'est celui qui me tentait le plus de Sylvia Plath parce que je voulais lire La cloche de détresse, voilà, mais je préférais lire autre chose en plus petit format, donc les nouvelles ça a l'air très bien. Ça sera à picorer comme ça de temps en temps, donc je suis ravie. Désolée pour la lumière, il fait presque, il fait nuit dehors, donc c'est la lumière du salon, mais voilà, le jour où Monsieur Prescott est mort, voilà. Et puis il y avait Gabrielle Filto-Shiba en conférence, donc, que j'ai vu, que je vous ai montré. Et j'avais vu Sauvagine à mon club de lecture, on en avait parlé il y a bien 6 mois. Et je savais qu'elle avait écrit en cabanet. Et bon, je me suis dit, tiens, autant acheter en cabanet. Je commence à faire la file d'attente pour acheter en cabanet et me le faire dédicacer, parce qu'elle était là, l'autrice, il n'y avait vraiment pas grand monde. Et quelqu'un devant moi avait les 3 livres de l'autrice, mais aux éditions livres du Québec en fait, une maison d'édition québécoise, qui n'était donc pas éditée en France. Et il a dit ouais mais en cabanet ça a été traduit en France, du coup bah on peut plus le trouver en fait en version québécoise. Et je me dis mais si ça a été traduit en France, il y a le stand de la librairie du Québec, peut-être que je peux le trouver. Donc je suis sortie de la queue pour aller voir la librairie du Québec. Et là je trouve aux éditions Le Mot et le Reste, que j'aime beaucoup, en cabanet, de Gabrielle Filto-Shiba. Alors, il est sorti chez Folio, je n'avais pas calculé du tout qu'il était sorti chez Folio. J'ai pas trouvé de stand Folio, j'ai pas cherché de stand Folio, j'aurais pu l'acheter en poche, ça n'a pas d'importance. Il est très court, il fait 100 pages. Il y a un glossaire à la fin, parce que c'est écrit donc avec des mots québécois, et il est hyper aéré. Voilà, donc il va être très vite lu, et donc il est bien sûr dédicacé. Donc je suis très contente d'avoir pu rencontrer l'autrice, lui dire qu'elle a été passionnante en conférence, et de lui dire que j'avais donc entendu parler de Sauvagine, son nouveau livre, mais que je voulais lire d'abord en cabanet. Parce que c'est vrai qu'en cabanet me tente plus que Sauvagine, et en plus le pire c'est que Folio m'avait proposé en cabanet, et j'avais dit non parce que j'avais trop de trucs à lire, du coup je me retrouve à l'acheter.
Logique. Voilà pour mes achats. Écoutez, je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. Voilà, franchement, plus 3 dans la palle, en sachant que c'est pas des livres qui vont être pressés. Celui-là, à mon avis, je le lirai après toutes les chroniques de San Francisco, donc je pense même pas que je vais le mettre dans ma palle en fait. Le Sylvia Plath, je vais le picorer, et en cabanet, je vais le dévorer, je pense, en une fois sur un trajet quelque part. Mais voilà, si j'ai envie de nature, ça sera le roman idéal. Voilà, j'espère que ce vlog spécial Festival America vous a plu, et j'espère vous revoir très très vite sur les salons et en commentaire pour en parler.